Dans un contexte de guerre, univers de mort, de violence, de souffrance et de haine, sous l'occupation, des gens se sont aimés. Ponctuellement ou durablement, d'un amour éphémère ou véritable, ou même parfois sans amour du tout. Ils ont partagé un amour, tout au moins corporel. Des hommes et des femmes se sont rencontrés, allant à l'encontre de leur patrie, de leur famille, de leurs proches, de la morale sociale, et devenant, principalement en Allemagne, hors la loi et passibles de peines lourdes. Et, envers et contre tout, la vie a repris ses droits. Au Vietnam, on les appelait les Budoi, poussières de vie. En Allemagne, ce fut les Rhineland-Bastards, littéralement les bâtards de la Rhénanie. Ailleurs, ils n'ont pas toujours de nom. Cet état de fait est un sujet tabou, sujet de honte et de souffrance qu'on a longtemps préféré taire. Pourtant, des enfants bien réels sont nés de ces unions, et vivent encore aujourd'hui, traînant derrière eux un passé partagé entre rejet et incompréhension, qu'ils ont pour la plupart dû surmonter seuls et dans le silence. Eh bien, moi, je suis née en Allemagne en 1945, de père allemand et de mère française. Moi, je n'ai connu ni mon père ni ma mère. Et j'ai connu mon histoire à 60 ans passés, après 60 ans, il y a simplement quelques années. Voilà. Produit d'un boche et d'une bougnade, ce résultat d'un mélange des genres était mal admis à l'époque. Tête de caboche, sale boche, me disait-on à l'école. Maman aussi parfois quand elle était en colère après moi. Pour ma famille maternelle, j'étais, tu sais, c'est cet enfant que Marguerite a eu avec un Allemand. Voilà. Et ça a toujours été ça, oui. Mes cousins et mes cousines ne m'ont jamais invité à aucun de leurs mariages. Je suis toujours cet enfant qu'elle a eu avec un Allemand, oui. À l'âge de mes 12 ans, c'est là où j'ai commencé à comprendre les choses que je vivais à la maison. Frappée, humiliée, martyrisée, une vie entre la cave et le grenier, violée, enfin il y avait tout, quoi, il y avait tout. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, mais j'acceptais, j'étais obligée d'accepter. Ma mère était mon gourou et moi j'étais son adepte. Et je n'avais qu'elle, je l'aimais cette femme. Ben oui, bien sûr je l'aimais, je n'avais qu'elle. Je n'avais le droit de parler à personne. Quand quelqu'un venait, elle me faisait monter au grenier, ou quand quelqu'un venait, elle me faisait descendre à la cave. C'était au gré de son, c'était à son choix, quoi, voilà. Ah, j'ai des contacts, oui, j'ai des contacts, bien sûr. Mais je pense que... Il a un petit canard. Oui, je suis pas vraiment... Non, je suis pas vraiment ennemi complètement. À part mes demi-sœurs, peut-être un peu plus. Mes demi-frères, j'en ai deux là. Oui, ce qui marque bien la différence quand même, Oui, quand ils veulent. Oui, puis même, ils m'ont fait quelques réflexions. Voilà. Assez désagréables. Si. Non, c'est pas clair. Mais elle m'en a fait voir. C'est une femme qui m'en a fait baver. Qu'elle m'en a fait baver. Je peux vous dire que j'ai 67 ans, mais tout ce que j'ai, je crois que c'est un peu par sa faute. Hein. J'ai tellement pris des coups dans la tête que je suis épileptique. J'ai de l'arthrose de partout parce qu'elle m'a fait travailler dans la glace, dans la neige, dans l'eau, par tous les vents, par tous les temps, parce que moi j'habitais dans les Ardennes, il y a la neige là-bas, il fait froid.
J'étais toujours habillée de la même façon, une blouse à carreaux avec des charentaises, j'avais jamais rien en dessous, je crevais de froid, et tout ça, ça se porte, ça se porte. Moi, je n'ai pas de souvenir de ma mère exprimant de la tendresse à mon égard, quoi. J'en ai aucun. J'en ai aucun. Au contraire, tout à fait le contraire. J'ai pris des raclés à coups de ceinture. Je me demande encore pourquoi aujourd'hui, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'étais la pestiférée, j'étais la moins que rien, j'étais... Je sais rien, je sais pas ce que j'étais, je sais pas pourquoi, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Je comprends, tout en ne comprenant pas. Voilà. Ben, c'est pareil, j'avais fait, quand je suis partie de la maison, j'ai fait une tentative de suicide. Écoutez bien. Quand elle est venue, que je l'ai retrouvée au pied de mon lit, même ta tentative de suicide, t'as pas été foutu de la rater. Voilà. Elle m'a dit, essaye de recommencer la prochaine fois, sans te rater. Et elle signait tous les 6 mois pour que je reste enfermée. Et je me suis sauvée. Il fallait pas que j'existe, il fallait que je sois ou en prison ou en psychiatrie, voilà. Moi, j'ai eu des instituts j'étais calme dans la classe, dans l'école, à l'école primaire. Ils passaient à côté de moi, ils me tiraient l'oreille jusqu'à ce que j'en ai les larmes aux yeux. Et après, je me suis dit, ben oui, ils savaient qui j'étais, mais moi, je ne savais pas qui j'étais. Et puis voilà, j'avais des copains dans la cour, quelquefois, qui me coinçaient contre le mur. Je ne savais pas pourquoi. Je leur avais rien fait. Et c'était après, bien plus tard, j'ai dit, ben oui, voilà, évidemment, c'est à cause de tout ça. J'ai rencontré dernièrement, dans une association, une femme à qui j'ai eu, quand elle me demandait mes origines, j'ai eu le malheur de dire, bah oui, je suis d'origine allemande. Elle me dit, elle m'a pas dit Salbosch, mais c'est ce que ça voulait dire. Et depuis que je lui ai dit ça, j'ai senti un mépris de sa part. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. D'abord, il fallait que je comprenne. J'ai mis très très longtemps à comprendre, mais qu'est-ce que c'est qu'un Bosch, quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un Bosch? Et puis après, j'ai compris que c'était moi le Bosch, quoi. C'était évident, quoi, pour les autres. Je me suis toujours appelée Le Vilain, à un tel point que je me suis mariée sous le nom de Le Vilain. J'ai jamais été la petite fille de monsieur Léon Le Vilain, moi, j'ai jamais été sa petite fille. Donc je portais le nom de mon beau-père et j'avais, comment dirais-je, j'étais née à Bordeaux. Mais moi je l'ai cru. Je l'ai cru. Et à 21 ans, lorsque je suis partie, je lui ai demandé qu'elle me dépose mes papiers sur la table. Et elle m'a dit, j'ai plus rien te concernant. Elle me dit, pour te débrouiller, t'as pas besoin de papiers. Quand on est courageux, on n'a pas besoin de papiers. Moi, bête et disciplinée, naïve, parce que j'étais vraiment naïve, parce que je ne sortais jamais, j'avais pas d'amis, j'avais personne, j'étais cloîtrée à la maison. Et je suis partie, sans papier, sans rien du tout. Donc de 66 à 68, j'ai galéré, hein, j'ai dormi dans la rue, j'ai mangé dans les poubelles, enfin j'ai fait plein de trucs. Je ne pouvais pas travailler, j'avais pas de papier. Et en 68, je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter au moment des événements. Et j'ai été emprisonnée pour usurpation d'identité parce que lorsqu'on m'a demandé mon identité, j'ai donné celle que ma mère m'avait donnée et qui n'était pas la bonne. Donc ceci dit que j'ai été prise pour une menteuse, une affabulatrice, et puis j'ai fait de la prison. Voilà, j'ai fait de la prison. Voilà. Et en sortant de prison, on m'a donné une carte de séjour où là, j'ai vu que c'était ma vraie identité. Donc Nicole Redon, née le 5 août 1945 à Schwerin. Et donc j'ai eu ce papier, impossible de trouver du travail. Et quelques mois plus tard, on m'a repris ce document pour me donner une carte d'apatride. J'avais plus de patrie cette fois. J'étais ni française ni allemande. Parce que le problème, en étant apatride, mes filles étaient apatrides aussi. Et oui. Je n'existais pas. J'étais là, sur le territoire français, sans exister. Transbahiti de droite à gauche,
de secours en secours, d'assistance sociale en assistance sociale, et puis voilà. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a hébergé, la personne qui vous a ouvert, que ma mère m'a mis dans les bras pour mari, que je n'aimais pas, que je n'ai jamais aimé et que j'ai gardé par respect, parce qu'il m'avait donné son nom et j'ai pu acquérir la nationalité française. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou, on évitait d'en parler. Je pense que tout de suite après la guerre, je crois que les gens sont restés muets et ont évité d'aborder ce sujet, je pense. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est le mensonge et le silence. Ma mère m'a toujours raconté des bobards et le peu que je sais de ce que j'ai de mon père, j'ai dû lui arracher. Ça veut dire presque rien. Non, on parlait pas de ça à la maison. Quand mon beau-père parlait des Allemands, oh là là. C'est pour ça que quand ma mère elle dit à tout le monde, mon homme savait tout. Non, il savait pas tout. Il avait une haine contre les Allemands, c'était un effet fille. Alors que non, je connaissais personne. Non, on parlait pas de ça à la maison. J'entendais jamais parler de ça. J'aimais pas qu'on me parle de ma famille. J'aimais pas qu'on en parle. Pour moi, c'était un peu tabou. En fait, j'avais... Et j'ai eu très longtemps, honte de mes origines. J'osais pas en parler. D'abord, Siegfried, je suis content aujourd'hui, je dis volontiers que je m'appelle Siegfried parce que c'est mon premier prénom. Mais on me l'avait complètement caché. On me l'avait complètement caché. J'ai eu mon acte de naissance originel quand j'ai épousé ma femme, c'est tout. Avant, ma mère ne me l'avait jamais montré. Et donc, voilà, on a vécu, moi j'ai vécu dans le silence total, comme beaucoup de nos camarades. Et moi, il a duré, le silence. Oui, voilà, toi, il a duré. Plus d'un demi-siècle. Et là, j'avoue que je ne dis pas que j'en veux, leur pardon, je n'ai pas de rancune, mais quand même, il y a des personnes dans mon entourage qui auraient pu me le dire plus tôt. Ah oui. Et je l'écrirai un jour. Et ça, c'est à la limite ce que j'appelle le mensonge par omission. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Ne pas dire à quelqu'un, comme on ne l'a pas dit à 20 ans, 30 ans, bon, ça aurait pu me perturber, mais bon, quand mes enfants étaient gras, 50 ans, qu'on attend, et qui me l'ont jamais dit. Je l'ai appris, il a fallu que je torture un membre de ma famille, que je viens avec un ami qui le connaissait aussi. Tu l'as torturé? Non, mais je l'ai torturé mentalement, le pauvre il pleurait, là, il s'est mis à pleurer, on a dû le consoler, le taper là, un peu là. C'est incroyable. Pour qu'il nous dise au bout de 2 heures de discussion, oui, mais ton père était allemand, il me dit, c'est pas compliqué à dire. Quoi. Et alors, ça me rappelle ça, le souvenir, c'est que les gens m'avaient dit, les gens du village m'ont dit, mais votre mère, ce qui était, j'ai considéré que n'est pas d'amour, voulait vous donner le prénom de votre père. Ah oui. Et on le lui a refusé. Ah oui. Mais attends, moi je leur ai dit, vous me parlez, je ne fais rien. Vous ne me parlez pas, je vais parler. Voilà. J'avais besoin. C'était un besoin, c'était vital chez moi. C'était vital. J'avais besoin de parler. C'était... Je ne pouvais pas garder tout ça en moi. Et il y a 1 an, j'ai une sœur, j'ai retrouvé une sœur. Là, j'ai retrouvé une sœur qui a cherché à comprendre. Et depuis que cette sœur me parle, ben, plus personne ne lui parle non plus. Toute personne qui me parle de la famille est bannie. Voilà. Ah oui. Et j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait, c'est ça le pire de tout, je n'ai rien fait. C'est ça, je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Non, vous êtes Je n'ai que le souci d'être né au mauvais moment et à la mauvaise période. Voilà. Je n'hésite pas, si l'occasion se présente, je le fais pas, non, je le fais pas vraiment couramment, non. Mais ça peut m'arriver de dire, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, ben, moi je suis un enfant de la guerre, oui. Et je n'ai plus peur de le dire. Non, je peux le dire, ça, maintenant. Je suis né pendant la guerre littéralement, voilà. Ben, depuis qu'il m'est arrivé cette histoire avec cette femme, oui. Je pense que je recommencerai plus. Je vais encore recommencer dans mon silence à ne plus en parler. Je me demande pourquoi j'ai accepté de vous recevoir. Pour vous dire tout ça.
C'est quand j'ai fait mes émissions de télé. Ouais, tu te rends compte, tu fais des livres, t'arrêtes pas de faire des livres, tu vas faire un film, moi j'en ai marre, moi j'ai une notoriété. Ah, ben dis-moi, j'en ai pas. Ben je me la fais, ma notoriété, à ma façon. Voilà, ben oui. Vous savez, quand vous avez souffert, et puis que vous souffrez encore, hein. De toute façon, c'est une vie que je porterai jusqu'au bout sur les épaules. C'est... Voilà, c'est la vie d'une enfant de la guerre, hein, voilà. Moi j'ai vu mon père une fois, et j'ai vu 2 de mes demi-frères, que je recherche aujourd'hui, mais je ne sais pas, on ne les trouve pas. On n'arrive pas à les faire. Et moi je pense que, maintenant que je connais mieux la vie de mon père, enfin, ce que je crois, disons connaître la vie de mon père, je pense qu'il a peut-être pas été au courant de ma Oui, ma ça c'est conception, fort possible. de ma- Mais- je crois. mais- Peut-être pas. Si j'avais fait mes démarches un petit peu avant, j'aurais pu retrouver mon père. Mais bon. Mais je sais qu'il m'a recherché, ça c'est sûr. Mais ma mère, elle a dû lui dire que j'étais morte. Certains. Certains. Ah ouais, certains. J'ai appris l'existence de ma mère quand on m'a annoncé sa mort. J'avais 19 ans. Voilà. Le jour, la première fois où j'ai entendu parler de ma mère, c'est pour apprendre sa mort. Et dans quel but vous écrivez un livre sur votre vie? D'abord, au départ, c'était pour mes enfants, parce que j'ai quand même souffert énormément de ce salboche dont j'étais traitée quand j'étais petite. Et puis pour essayer d'expliquer à mes enfants que malgré tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut supprimer ce racisme, si vous voulez, qui existe dans tous les pays du monde, et ne serait-ce que, je vous ai dit, comme tout à l'heure, même avec son voisin de palier, ça ne veut plus rien dire, ça. Tu sais, la guerre a fait des dizaines de millions de morts, mais elle nous a aussi donné la vie. Et moi, ma réflexion, elle va toujours dans ce sens-là. Finalement, il y en a partout des enfants de la guerre. Il y en a en Indochine, en Algérie. Il y en a toujours eu des enfants de la guerre. Et donc, c'est surprenant quand on sait que la misère qui existe sur notre planète, d'avoir trimballé pendant autant d'années toute cette différence, quoi, où on était maintenu dans le silence tout le temps, où on portait l'opprobre, et puis voilà, quoi. Moi j'ai eu le sentiment vraiment de le porter, l'opprobre. Hein. Le problème de l'amour, c'est un problème qui dépasse toutes les opinions politiques. Qu'un Israélien rencontre une Palestinienne et qu'il s'adore, eh ben je trouve ça merveilleux. Voilà. Alors, qu'un soldat français rencontre une Allemande et puis qu'il tombe amoureux, eh ben tant mieux. Tant mieux.